Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Et si la timidité n'était pas ta vraie nature, mais une stratégie qu'on t'a apprise sans te demander ton avis? Dans cette vidéo, je vais te résumer un livre interdit pendant plus de 70 ans. Un livre qui révèle comment la peur contrôle silencieusement ta vie. Ce livre s'appelle « Plus malin que le diable » de Napoleon Hill, et ce que tu vas entendre peut changer ta façon de te voir. Le livre « Plus malin que le diable » a été écrit par Napoleon Hill. Il l'a rédigé pour dénoncer les mécanismes de la peur, de la manipulation mentale et de la résignation qui empêchent les individus de réussir et de penser librement. À travers un dialogue symbolique avec le diable, l'auteur cherche à éveiller l'esprit critique et encourager la maîtrise de soi et du destin. Introduction. L'introduction de Plus malin que le diable pose immédiatement un ton dérangeant et courageux. Napoleon Hill y explique qu'il n'a pas écrit ce livre pour plaire, mais pour révéler une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Il annonce d'emblée que ce qu'il s'apprête à exposer peut choquer, car cela remet en cause des croyances profondément ancrées dans l'éducation, la religion et la société. L'auteur confie que ce manuscrit a été longtemps censuré, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop vrai. Selon lui, certaines vérités sont dangereuses pour les systèmes qui vivent de la peur et de l'obéissance aveugle. Cette introduction devient alors un avertissement adressé au lecteur. Lire ce livre, c'est accepter de penser par soi-même. Napoleon Hill introduit l'idée centrale que la plus grande prison de l'être humain n'est pas physique, mais mentale. Il affirme que la majorité des gens vivent enfermés dans des peurs qu'ils n'ont pas choisies consciemment. Ces peurs sont transmises dès l'enfance, renforcées par l'environnement et rarement remises en question. L'auteur insiste sur le rôle destructeur de la peur sous toutes ses formes, notamment la peur de l'échec, de la pauvreté, de la critique et de l'opinion des autres. Il explique que ces peurs ne paralysent pas seulement l'action, mais étouffent aussi la capacité de réfléchir librement. Une personne dominée par la peur finit par accepter une vie en dessous de son potentiel, sans même s'en rendre compte. Dans cette introduction, Hill prépare le lecteur à une approche inhabituelle. Il annonce qu'il utilisera un dialogue symbolique avec le diable, non comme une entité religieuse, mais comme une représentation de toutes les forces qui détournent l'homme de sa liberté intérieure. Ce choix permet de rendre visibles des mécanismes invisibles qui contrôlent les pensées et les comportements. Enfin, Napoleon Hill lance un appel silencieux mais puissant au lecteur. Il l'invite à ne pas lire ce livre comme un simple divertissement, mais comme un miroir. L'introduction se termine sur une promesse implicite. Celui qui ose regarder en face ses peurs et remettre en question ce qu'on lui a appris peut reprendre le contrôle de sa vie. Chapitre 1. Dans le premier chapitre, Napoleon Hill entre directement au cœur du sujet en mettant en scène l'entretien symbolique avec le diable. Ce dialogue n'a rien de religieux au sens strict. Il sert plutôt à révéler, sans détour, les forces invisibles qui contrôlent l'esprit humain lorsqu'il renonce à penser par lui-même. Le diable affirme dès le départ qu'il ne contrôle pas les gens intelligents ou courageux. Il contrôle surtout ceux qui dérivent, c'est-à-dire ceux qui vivent sans objectif clair, sans décision ferme et sans direction personnelle. Hill insiste sur cette idée en expliquant que la dérive mentale est la porte d'entrée de toutes les formes de domination intérieure. Napoleon Hill explique que la plupart des individus ne réalisent même pas qu'ils dérivent. Par exemple, une personne qui se lève chaque jour sans passion accepte un travail qu'elle déteste, évite de s'exprimer par peur du jugement et remet toujours ses rêves à plus tard et déjà sous l'influence de la dérive. Elle ne choisit plus sa vie, elle la subit. Selon Hill, le diable reconnaît que la peur est son arme principale. Il précise que la peur de la critique est la plus efficace, car elle empêche les gens de parler, d'oser et de se distinguer.
Napoleon Hill écrit en substance que lorsqu'un individu craint l'opinion des autres, il abdique automatiquement son pouvoir personnel. Un autre point fondamental du chapitre concerne l'éducation. Le diable explique qu'il n'a pas besoin de convaincre les adultes s'il a déjà influencé les enfants. Une éducation qui décourage le questionnement, punit l'erreur et impose l'obéissance aveugle fabrique des adultes dociles. Hill souligne ici que beaucoup de timidité trouve à leur origine dans des expériences précoces de répression émotionnelle. Napoleon Hill montre aussi que la dérive se manifeste par l'habitude de remettre à demain, reporter ses décisions importantes, attendre le moment parfait ou chercher constamment l'approbation extérieure sont autant de signes que l'on a abandonné le contrôle de son esprit. Il rappelle une idée centrale de son œuvre. Celui qui ne décide pas pour lui-même laisse quelqu'un d'autre décider à sa place. Le chapitre met en lumière une vérité troublante. Le diable avoue qu'il ne peut rien contre une personne qui a un but précis et qui pense de manière indépendante. Hill insiste sur le fait que la clarté d'objectif agit comme un bouclier mental. Une personne qui sait pourquoi elle vit devient difficile à manipuler. Napoleon Hill conclut ce premier chapitre en laissant entendre que la liberté commence dans l'esprit. Tant que l'individu n'a pas repris le contrôle de ses pensées, aucune réussite extérieure ne peut être durable. Il prépare ainsi le lecteur à une transformation intérieure profonde, basée sur la conscience, la décision et le courage de penser différemment. Chapitre 2. Dans le deuxième chapitre, Napoleon Hill approfondit le concept de dérive et en révèle les mécanismes quotidiens. Il montre que la dérive n'est pas un événement brutal, mais un glissement progressif, presque invisible. Les individus ne deviennent pas prisonniers de la peur du jour au lendemain, ils y entrent par habitude. Hill explique que la dérive commence souvent par l'absence de contrôle sur ses pensées. Lorsqu'une personne laisse ses émotions, son environnement ou les opinions extérieures décider de son humeur et de ses choix, elle perd peu à peu son autonomie mentale. Par exemple, quelqu'un qui change constamment de projet parce qu'il doute de lui-même ou cherche l'approbation des autres est déjà en train de dériver. Le diable, dans le dialogue, affirme que la routine est l'un de ses alliés les plus efficaces. Une vie répétitive, sans remise en question, endort l'esprit critique. Hill souligne que beaucoup de personnes confondent stabilité et sécurité, alors qu'en réalité, une routine non choisie finit par étouffer toute ambition personnelle. Napoleon Hill insiste également sur le rôle du temps mal utilisé. Il explique que les personnes qui dérivent ont tendance à gaspiller leur énergie dans des distractions inutiles, des conversations négatives ou des occupations qui ne nourrissent ni l'esprit ni les objectifs. Le diable reconnaît que l'oisiveté mentale est un terrain fertile pour la peur et le doute. Un passage important du chapitre aborde la peur du changement. Hill montre que le diable n'a pas besoin d'empêcher les gens d'agir, il leur suffit de leur faire croire qu'ils agiront plus tard. Remettre à demain devient alors une stratégie de sabotage intérieur, souvent déguisée en prudence ou en patience. Napoleon Hill fait aussi le lien entre dérive et manque de responsabilité personnelle. Lorsqu'une personne attribue constamment ses échecs aux circonstances, au système ou aux autres, elle abandonne son pouvoir. Hill affirme que la reprise de contrôle commence le jour où l'individu accepte pleinement la responsabilité de ses choix, même passés. Le chapitre se conclut sur une idée forte. Le diable avoue qu'il perd son influence dès que quelqu'un commence à discipliner son esprit. Penser volontairement, choisir ses habitudes et donner une direction claire à sa vie sont des actes de rébellion intérieure. Hill prépare ainsi le lecteur à comprendre que la liberté n'est pas donnée, elle se construit consciemment. Chapitre 3. Dans le troisième chapitre, Napoleon Hill s'attaque directement au thème central de la peur. Il ne la présente pas comme une émotion naturelle à subir, mais comme un outil de contrôle puissant lorsqu'elle n'est pas comprise. À travers le dialogue avec le diable, Hill montre que la peur n'a de pouvoir que celui que l'individu lui accorde.
Le diable reconnaît que la peur la plus rentable est celle qui est invisible. Contrairement à une menace physique, la peur mentale agit en silence et pousse les gens à s'auto-censurer. Par exemple, une personne timide n'a souvent besoin de personne pour la faire taire. Elle le fait elle-même par anticipation du jugement. Napoleon Hill explique que la peur de la critique est à l'origine de nombreuses vies inachevées. Beaucoup de talents restent cachés non par manque de capacité, mais par crainte de l'opinion des autres. Hill résume cette idée en affirmant que celui qui dépend de l'approbation extérieure ne peut jamais être libre intérieurement. Le chapitre met également en lumière la peur de l'échec. Hill montre que cette peur pousse les individus à préférer une sécurité inconfortable plutôt qu'un risque porteur de croissance. Par exemple, rester dans une situation insatisfaisante devient plus rassurant que d'affronter l'inconnu, même lorsque le potentiel est évident. Napoleon Hill insiste sur le rôle de l'imagination dans l'amplification de la peur. L'esprit humain, lorsqu'il n'est pas dirigé, fabrique des scénarios négatifs plus puissants que la réalité elle-même. Le diable admet que l'imagination non maîtrisée est l'un de ses meilleurs instruments pour paralyser l'action. Une idée clé du chapitre concerne la transformation de la peur. Hill explique que la peur ne disparaît pas par la fuite, mais par l'action consciente. Agir malgré la peur affaiblit progressivement son influence. Il rappelle une pensée chère à son œuvre: la confiance se construit par l'expérience, pas par l'attente. Le chapitre se termine par une révélation importante. Le diable avoue qu'il perd tout pouvoir sur une personne qui comprend l'origine de ses peurs et ose les affronter. Hill prépare ainsi le lecteur à une étape décisive: remplacer la soumission à la peur par la maîtrise de soi et la clarté intérieure. Chapitre 4. Dans ce chapitre, Napoleon Hill explore un terrain délicat: l'influence de l'environnement social sur l'esprit humain. Il explique que personne ne pense totalement seul. Les idées, les croyances et même les peurs se transmettent souvent par fréquentation, imitation et répétition. À travers le dialogue, le diable affirme que l'un de ses moyens les plus efficaces consiste à contrôler les foules plutôt que les individus. Lorsqu'une personne est entourée de doutes, de plaintes et de résignation, elle finit par adopter ces états d'esprit sans s'en rendre compte. Hill souligne que l'on devient, mentalement, la moyenne des pensées que l'on côtoie. Napoleon Hill insiste particulièrement sur le pouvoir des paroles répétées. Des phrases banales comme « ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas fait pour ça » ou « les autres sont meilleurs » finissent par s'imprimer dans l'inconscient. Selon Hill, une idée répétée suffisamment longtemps devient une conviction, même si elle est fausse. Le chapitre met aussi en lumière le rôle de la pression sociale. Beaucoup de personnes étouffent leurs ambitions non par manque de désir, mais par peur de sortir du cadre accepté. Hill explique que la timidité est souvent renforcée par un environnement qui valorise la conformité plutôt que l'expression personnelle. Un exemple frappant évoqué par Hill concerne les talents inexploités. Une personne peut avoir une capacité exceptionnelle à parler, créer ou diriger. Mais si son entourage banalise ou ridiculise ses élans, elle apprend à se taire. Le diable reconnaît que l'autocensure née de l'environnement est plus efficace que toute interdiction extérieure. Napoleon Hill rappelle alors une idée centrale de sa philosophie: l'esprit humain est malléable. Il écrit, en substance, que l'on peut subir l'influence de son environnement ou la choisir consciemment. Changer ses fréquentations, ses lectures et ses sources d'information devient un acte de libération intérieure. Le chapitre se conclut sur un message fort. Le diable admet qu'il perd son emprise dès que quelqu'un décide de protéger son esprit. Hill invite le lecteur à devenir le gardien de ses pensées, car celui qui contrôle ce qu'il laisse entrer dans son esprit contrôle aussi la direction de sa vie. Chapitre 5. Dans ce chapitre, Napoleon Hill aborde un thème fondamental: le contrôle du temps et de l'énergie mentale. Il explique que le diable n'a pas besoin de voler le temps des individus, il lui suffit de les amener à le gaspiller.
Une vie dispersée devient une vie facile à contrôler. À travers le dialogue, le diable avoue que l'indécision est l'une de ses armes favorites. Lorsqu'une personne hésite constamment, remet ses choix à plus tard ou attend des conditions parfaites, elle reste immobile. Hill souligne que beaucoup de personnes timides confondent prudence et indécision, alors que cette dernière nourrit la peur. Napoleon Hill montre que le manque de discipline personnelle est un autre pilier de la dérive. Se lever sans objectif clair, consommer des informations sans direction ou agir selon l'humeur affaiblit la volonté. Par exemple, une personne qui commence toujours des projets sans les terminer finit par douter de sa propre capacité à réussir. Le chapitre insiste aussi sur l'importance de la concentration. Hill explique que l'esprit dispersé est vulnérable à toutes les influences extérieures. Le diable reconnaît qu'un individu incapable de se concentrer longtemps sur une seule chose devient dépendant des distractions et perd progressivement sa force intérieure. Napoleon Hill rappelle que la maîtrise du temps commence par la maîtrise de soi. Il écrit en substance que chaque minute utilisée consciemment renforce le caractère, tandis que chaque minute gaspillée renforce la dérive. La liberté, selon lui, se construit dans les petites décisions quotidiennes. Un exemple concret évoqué dans l'esprit du chapitre concerne l'usage excessif des distractions. Passer des heures à consommer du contenu sans but peut donner l'illusion de se reposer, mais cela épuise l'esprit. Hill montre que le repos véritable nourrit la pensée, alors que la distraction permanente l'affaiblit. Le chapitre se conclut sur une révélation claire. Le diable admet qu'il n'a aucun pouvoir sur une personne disciplinée. Celui qui décide de structurer son temps, de choisir ses priorités et d'agir avec constance devient pratiquement incontrôlable. Hill prépare ainsi le lecteur à comprendre que la discipline n'est pas une contrainte, mais une forme de liberté intérieure. Chapitre 6. Dans ce chapitre, Napoleon Hill se concentre sur un concept central, la force du but définie. Il explique que la vie des individus qui dérivent est dépourvue de direction claire. Sans objectif précis, les pensées et les actions deviennent des réactions au hasard, laissant la peur et l'influence des autres guider le destin. Hill illustre que même les talents exceptionnels restent inutilisés sans but. Par exemple, une personne capable de créer, de diriger ou d'innover peut se laisser absorber par des routines sans fin si elle n'a pas fixé un objectif précis. Selon lui, un but clair agit comme une boussole qui empêche la dérive. Le diable, dans le dialogue symbolique, admet qu'il est impuissant face à ceux qui connaissent leur objectif et s'y attachent fermement. Hill insiste sur le fait que la certitude intérieure d'aller vers un but précis renforce la résistance à la peur, à la critique et à l'influence négative de l'entourage. Napoleon Hill souligne également que le but doit être actif et vivant, pas seulement un souhait passif. Écrire ses objectifs, les visualiser régulièrement et élaborer un plan d'action transforme un simple rêve en direction consciente. Le diable, lui, ne peut pas manipuler quelqu'un qui agit avec constance vers ce qu'il veut réellement. Le chapitre met l'accent sur la responsabilité personnelle. Hill explique que chacun devient l'architecte de sa vie dès qu'il assume pleinement ses choix et ses actions pour atteindre son but. Par exemple, une personne qui décide de créer une petite entreprise, malgré la peur et l'incertitude, démontre cette maîtrise. Enfin, le chapitre se conclut sur une leçon essentielle. La clarté d'objectif est la clé de la liberté mentale et de la réussite. Celui qui sait ce qu'il veut et qui prend des décisions en conséquence échappe au piège de la dérive, de la peur et de la manipulation. Il prépare ainsi le lecteur à comprendre que le succès est une question de choix conscient, non de chance ou de circonstance. Chapitre 7. Dans ce chapitre, Napoleon Hill approfondit la notion de discipline personnelle comme clé pour échapper à la peur et à la dérive. Il explique que la plupart des individus restent sous contrôle de leur peur parce qu'ils n'ont jamais appris à organiser leurs pensées et leurs actions. La discipline mentale n'est pas une contrainte, mais un outil pour reprendre le contrôle de sa vie.
Le diable, dans le dialogue symbolique, admet qu'il est impuissant face à ceux qui développent cette maîtrise. Hill illustre que la discipline permet de transformer les émotions incontrôlées en énergie productive. Par exemple, une personne timide qui décide chaque jour de parler à au moins une nouvelle personne, même avec hésitation, renforce sa confiance et diminue progressivement la peur. Napoleon Hill insiste sur la répétition des actions ciblées. Il explique que la constance et la régularité forgent le caractère et rendent l'esprit moins vulnérable aux influences extérieures. Les petites victoires quotidiennes, comme accomplir une tâche malgré l'inconfort ou dire ce que l'on pense, deviennent un bouclier contre la dérive. Le chapitre met également en lumière la capacité à contrôler ses habitudes. Hill montre que la liberté intérieure naît lorsque l'individu choisit consciemment ses routines, ses pensées et ses réactions. Par exemple, décider de ne plus perdre du temps avec des distractions inutiles ou des conversations négatives est une forme de discipline qui affaiblit le pouvoir du diable sur l'esprit. Un autre point clé est le pouvoir de la décision. Il souligne que ceux qui hésitent ou remettent tout à demain restent vulnérables à la peur. Prendre une décision ferme, même imparfaite, permet d'agir et d'apprendre, tandis que l'indécision alimente la paralysie mentale et la dérive. Enfin, le chapitre se conclut sur une vérité essentielle. La discipline personnelle transforme le potentiel en résultats concrets. Le diable perd tout pouvoir sur une personne qui agit avec constance, qui garde ses objectifs clairs et qui organise sa vie autour de principes solides. Hill prépare ainsi le lecteur à l'étape suivante. Utiliser cette discipline pour créer une vie pleinement libre et dirigée par ses choix. En résumé, Plus malin que le diable nous montre que la peur, l'indécision et l'influence des autres ne sont pas des fatalités. La clé pour s'en libérer réside dans la maîtrise de soi, la discipline mentale et la clarté d'objectifs. Chacun a le pouvoir de reprendre le contrôle de sa vie, de sortir de la dérive et de transformer ses peurs en énergie pour agir. Si ce résumé t'a inspiré, ne manque pas la suite. Nous allons explorer comment appliquer concrètement ces principes dans ta vie quotidienne pour surmonter la timidité, développer ton courage et atteindre tes objectifs. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater ces stratégies qui peuvent vraiment changer ta vie.